Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un mandat de plus pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le chef du gouvernement a été investi ce lundi. Une reconduction qui intervient alors que le pays est secoué depuis près d'un an par le conflit au Tigré. La réduction des tarifs de l'électricité au Kenya. À partir du mois de décembre, le montant des factures devrait être réduit de 33%. Et puis le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique. Et la rencontre Maroc-Guinée-Bissau est notamment au programme de la journée du 6 octobre. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, plus que quelques jours avant l'ouverture du sommet Afrique-France, cet événement qui se tiendra le 8 octobre à Montpellier vise à mettre en lumière la jeunesse africaine et française. Entrepreneurs, artistes, chercheurs ou encore athlètes africains y sont conviés. Au programme, 5 thématiques doivent être abordées, parmi elles la culture et le sport, l'engagement citoyen mais aussi l'entrepreneuriat et l'innovation. À noter qu'aucun chef d'État ne prendra part à cet événement. Il sera de nouveau aux commandes de l'Éthiopie pendant 5 ans. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été investi ce lundi 4 octobre pour un second mandat. Une investiture qui intervient dans un contexte tendu, marqué par le conflit au Tigré. Lors de son discours, l'homme fort de l'Éthiopie s'est notamment engagé à mettre en place un dialogue national. Les explications de Corinne Kamdem. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que son gouvernement lancera bientôt un dialogue national inclusif pour la guérison et la réconciliation. C'était lors de sa cérémonie de prestation de serment ce lundi 4 octobre. Le Parti de la prospérité du Premier ministre a remporté les élections parlementaires et régionales controversées de juin 2021. Il entame son second mandat de 5 ans à la tête de l'Éthiopie. Nous devons réaliser que les problèmes politiques et économiques qui se sont accumulés au fil des ans ne peuvent pas être résolus par le leadership et les solutions fournies par un seul parti. Ainsi, nous nous lèverons pour travailler ensemble main dans la main. Le gouvernement fédéral est en conflit depuis 11 mois avec les autorités de la région séparatiste du Tigré, au nord du pays, un conflit armé dévastateur qui impacte la stabilité socio-économique de l'Éthiopie. Le gouvernement du lauréat du prix Nobel fait actuellement face à la pression de la communauté internationale concernant la gestion de cette crise. Lors de son discours, Abiy Ahmed n'a pas hésité à répéter des avertissements selon lesquels l'Éthiopie n'accepterait pas d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures. Bien que l'on ne puisse pas dire que la 6e élection nationale soit exempte de tout défaut et aussi réussie que nous l'aurions souhaité, elle a ouvert un nouveau chapitre pour réaliser le rêve d'établir et de maintenir un système démocratique qui avait été en question depuis longtemps. Cela a ouvert un nouveau chapitre et nous a fait faire un pas en avant. Le Premier ministre promet un dialogue qui ne concernera pas que les élites politiques, mais englobera toutes les couches de la société. Sa porte-parole, Bilen Seyoum, avait récemment déclaré aux journalistes que 4 partis d'opposition du Tigré seraient inclus dans le dialogue national, avec plus de 50 partis à travers le pays. Les tensions restent palpables entre l'Algérie et la France après les propos du président français Emmanuel Macron relatifs à la nation algérienne et divulgués dans le journal Le Monde le 2 octobre. L'Algérie a aussitôt réagi. Les autorités ont interdit aux avions militaires français de survoler leur territoire. Samantha Sabiro, Saboubanga. Le ton continue de monter entre Alger et Paris. La dernière en date, le dimanche 3 octobre 2021, les autorités algériennes ont interdit aux avions militaires français de survoler le territoire. Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Alger et Paris. Lors de sa récente sortie, le président français avait annoncé la restriction sur les visas français aux Algériens, une nouvelle qui n'a pas enchanté l'Algérie. De mon point de vue, c'est l'occasion qui fait le larron. Je rappelle quand même que cette autorisation qu'avait l'armée française de survoler le territoire algérien avait été donnée par le regretté Bouteflika, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et cette décision n'avait pas fait des heureux à Alger. Beaucoup de personnes avaient reproché au président algérien d'avoir donné cette autorité-là. Vous savez, c'est quand même l'Algérie et la France ont des rapports je t'aime moi non plus. Ils n'ont ni dans un camp ni dans l'autre n'ont totalement soldé cette guerre d'Algérie. Et très régulièrement, il y a des crises qui comme ça rythment les relations diplomatiques entre ces deux pays. Et si vous regardez bien, ces crises ont toujours de près ou de loin comme point d'origine la guerre d'Algérie.
En effet, les avions militaires français n'ont plus le droit de survoler l'espace aérien algérien afin de se rendre dans la région du Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. À en croire les autorités françaises, cette décision va légèrement perturber le flux de soutien à la région du Sahel. Néanmoins, elle n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par l'Hexagone dans cette région. Il faut juste que les Français et Algériens se rappellent que, en ce qui concerne la guerre au Sahel, ils ont des intérêts communs et que cet épisode de la post-guerre d'Algérie ne devrait pas avoir de conséquences néfastes pour cette guerre contre les djihadistes. Guerre contre les djihadistes, qu'ici elle est perdue, Alger en pâtira et Paris en pâtira. Pour rappel, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris en expliquant ses décisions par son rejet catégorique des déclarations attribuées à Emmanuel Macron. Au Tchad, les autorités s'activent dans les préparatifs du dialogue national inclusif. À cet effet, le comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires à ce dialogue a lancé ses activités. À la tête de cet organe, l'ancien chef de l'État, Goukouni Ouédey. Plus de précisions dans ce sujet de Joël Balou. Au Tchad, un comité spécial a été mis sur pied pour faciliter la participation des mouvements politico-armés au dialogue national inclusif. Initié par le Conseil militaire de transition, ce comité aura désormais la responsabilité de discuter et de convaincre les différents leaders des rébellions armées à participer au processus de la transition. Pour les autorités, le désarmement et la démobilisation de ces mouvements armés est un préalable au dialogue. L'histoire des grandes nations est souvent jalonnée par de grandes crises. Notre pays n'a pas échappé à cette règle. Il est temps pour nous de trouver par le dialogue la formule idoine pour que cesse à jamais la guerre et son corollaire de destruction et de ruine. Selon le président du comité spécial, l'ancien président Goukouni Ouédey, avec cette transition, le Tchad entre dans une nouvelle ère de son histoire et tous les Tchadiens doivent contribuer à la pacification du pays. Il estime que le temps du dialogue et du pardon est arrivé, quelles que soient les divergences entre les Tchadiens. Je me permets de dire humblement et sincèrement à nos frères politico-militaires que le temps d'un dialogue est arrivé. Nous devons nous accepter mutuellement et chacun dans sa différence pour engager un débat franc, direct et sincère sur l'avenir de notre pays. Pour rappel, plusieurs leaders des différents mouvements politico-militaires en exil sont rentrés au pays ces derniers jours en vue de participer au dialogue national inclusif. Ils ont répondu ainsi à l'appel du président du Conseil militaire de transition qui a annoncé une amnistie générale aux exilés politiques et sécuritaires. Dans le reste de l'actualité, le président kényan Uhuru Kenyatta épinglé dans le scandale des Pandora Papers. Cette enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation a été rendue publique le 3 octobre. Une publication qui a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la politique et des affaires. Plus de 5 ans après les Panama Papers, cette publication explosive résulte de l'étude de près de 12 millions de documents confidentiels issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. Cette enquête d'envergure a ainsi révélé la fortune financière du chef de l'État kényan. Les documents indiquent que le président possède avec plusieurs membres de sa famille des sociétés offshore. À noter que d'autres dirigeants africains sont cités dans ce scandale financier. Parmi eux, le président gabonais Ali Bongo Ondimba ou encore son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Et parallèlement au Kenya, les citoyens devraient dans quelques mois bénéficier d'une réduction de leur facture d'électricité. Le gouvernement a ainsi accepté la proposition formulée par la Kenya Power Lighting Company. Les tarifs de l'électricité devraient ainsi être réduits de 33% à partir du mois de décembre. Les détails avec Mildred Diamou. Au Kenya, des projets sont en cours pour garantir l'accès à l'électricité au plus grand nombre de personnes. Le gouvernement vient d'approuver une proposition de la compagnie énergétique Kenya Power de réduire le montant des factures d'électricité de 33% dès décembre 2021. Pour cette initiative visant à baisser d'un tiers le prix du kilowattheure,
il convient de comprendre la différence entre le taux de couverture électrique qui donne une idée du nombre de localités électrifiées où arrive donc le courant dans un pays donné et le taux de pénétration électrique qui donne une idée du nombre de ménages effectivement raccordés au sein de ces localités dites électrifiées. Avec cette réduction, les factures de l'électricité pour les consommateurs passeront d'une moyenne de 0,22 $ par kWh à 0,14 $ par kWh, soit environ 2/3 du tarif actuel. Les autorités prévoient ainsi l'annulation de tous les contrats d'achat d'électricité en cours dans le pays. Kenya Power devra également entreprendre un audit des pertes d'approvisionnement et instituer des prévisions de demande et de production. Moins il y a de ménages branchés et moins il y a d'abonnés et moins l'énergie électrique se vend et moins la compagnie d'électricité se rentabilise. En réduisant le coût du kilowattheure, il y aura plus de ménages abonnés et un meilleur taux de pénétration électrique qui fait qu'au final, la facture est répartie sur plus de clients qui payent moins cher plutôt que peu de clients qui payent plus cher. Cette décision de proximité énergétique du président Uhuru Kenyatta visant à garantir qu'au-delà du taux de couverture électrique du pays, les ménages kenyans sont effectivement servis à la hauteur de leurs moyens financiers, traduit une vision soucieuse du bien-être des populations. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de développement de l'électricité à moindre coût initié par le gouvernement kényan. Entre 2016 et 2020, le Kenya a fait passer son taux d'électrification de 41% à 75% selon le ministère de l'Énergie. Un mot de sport à présent avec le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Afrique. 2 rencontres sont au programme de ce mercredi 6 octobre. Parmi elles, le face-à-face Maroc-Guinée-Bissau. On fait le point avec José Douglas. Petite surprise dans ce groupe où ce sont les Bissau-Guinéens qui sont en tête avec 4 points et 2 matchs joués. Ils devancent le Maroc et la Guinée-Conakry qui ont joué qu'un seul match pour l'instant. La rencontre mettant en prise le Maroc à la Guinée-Bissau de ce mercredi 6 octobre sera jouée au complexe Moulay Abdelham de Rabat. Nous rappelons que la CAF et la FIFA ont visité plusieurs stades sur le continent et ont invalidé certaines infrastructures qui présentaient des dangers pour la sécurité du public et des joueurs. Du coup, les qualifications pour cette Coupe du Monde et les compétitions interclubs sont décentralisées et la CAF apporte les précisions suivantes. La CAF investit beaucoup de temps, d'énergie et de ressources sur ce sujet. Les exigences des stades labellisés CAF sont régies par des critères minimaux à remplir pour qu'un stade soit classé en tant que stade de catégorie 1, 2, 3 ou 4. Plus la catégorie est élevée, plus stricts et plus nombreux sont les critères. L'autre match mettra aux prises le Soudan à la Guinée-Conakry et ce sera encore au Maroc, à Marrakech, car le Maroc présente des stades aux normes et en phase avec les experts de la CAF et de la FIFA, en espérant que les supporters de ces 2 équipes feront le déplacement. Normalement, il existe un rapport complet sur l'inspection qui leur est présenté. Ce rapport présente des informations factuelles au sujet de ce qui existe sur place. Toutes les décisions, bien sûr, peuvent faire l'objet d'un appel, comme partout ailleurs dans le monde. Donc, 3e journée des éliminatoires du prochain mondial, ce mercredi 6 octobre 2021, en groupe I, Maroc, Guinée-Bissau, à Rabat et Soudan-Guinée. La suite, ce jeudi 7 octobre 2021, et à suivre, tout particulièrement, RD Congo, Madagascar, à Kinshasa, groupe J, et Tunisie-Mauritanie à Rades, groupe B. Nous y reviendrons. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.